Cette vidéo est une compilation des histoires paranormales déjà vues sur la chaîne Les Dossiers du Silence. Bon visionnement. C'était en 2016. À ce moment-là, je venais de commencer un nouvel emploi comme agent de sécurité dans un petit bâtiment administratif à Mont-Tremblant. Ce n'était pas un travail compliqué. Je faisais le quart de nuit. Je devais surveiller les caméras, faire quelques rondes dans le bâtiment et m'assurer que tout restait tranquille. Le bâtiment appartenait au gouvernement. Il n'était pas très grand. 2 étages et un sous-sol. La plupart des bureaux étaient vides la nuit. Normalement, il n'y avait que moi. Et parfois un concierge qui passait tard. La première semaine, tout s'était bien passé. Il n'y avait rien d'étrange. Rien d'inquiétant. Mais la deuxième semaine, quelque chose a commencé à me déranger. Chaque nuit, vers 2h30 du matin, j'entendais un bruit sourd, comme quelqu'un qui frappait sur quelque chose. C'était toujours le même son. Il y avait 3 coups, puis une pause, et encore 3 coups. Au début, je pensais que ça venait des tuyaux du chauffage. Les vieux bâtiments font souvent des bruits comme ça. Mais le problème, c'était que le bruit venait toujours du sous-sol. Et dans le sous-sol, il n'y avait presque rien. Juste une salle d'archives et une vieille pièce de rangement. La première nuit, j'avais ignoré les bruits. La deuxième nuit aussi. Mais la troisième nuit, ça avait recommencé. Plus fort. 3 coups. Pause. 3 coups. Et cette fois-là, j'avais décidé d'aller vérifier. Je sais aujourd'hui que je n'aurais jamais dû. Mais j'avais pris ma lampe de poche et j'étais descendu au sous-sol. Les escaliers étaient en béton. Chaque pas faisait un écho dans tout le bâtiment. Le sous-sol était froid. Beaucoup plus froid que le reste du bâtiment. Il n'y avait presque pas de lumière non plus. Il y avait juste quelques néons qui clignotaient au plafond. J'étais passé devant la salle des archives. Tout avait l'air normal. La porte était fermée. J'avançais lentement. Je me souviens que j'avais ressenti un profond malaise. J'avais comme un mauvais pressentiment. Une impression que quelque chose pouvait arriver d'un moment à l'autre. Je m'étais ensuite lentement approché de la vieille pièce de rangement. C'était une petite pièce avec une porte métallique. Elle était supposée être vide. Mais quand je m'étais approché, j'avais entendu les bruits, très forts, 3 coups, juste derrière la porte devant moi. Je m'étais figé, je ne savais pas trop ce que je devais faire. Fuir ou affronter ma peur. J'avais attendu quelques secondes, puis j'avais demandé « Allô ?» Il n'y avait eu aucune réponse. Le silence. Évidemment. Je m'étais dit que c'était peut-être un objet qui était tombé. Je m'étais trouvé stupide. Alors j'avais ouvert la porte. La pièce était vide. Complètement vide. Comme prévu, il n'y avait rien. Pas de meubles, pas de boîte, juste du béton. Et pourtant, j'étais certain que le bruit venait de là. Mais rien dans cette pièce n'aurait pu tomber. Ni même personne qui aurait pu faire ces bruits. Je ne m'étais pas attardé plus longtemps, parce que je ressentais encore mon malaise. J'étais remonté à la salle de surveillance. J'avais regardé les caméras du sous-sol. Il n'y avait rien d'anormal. Les corridors étaient vides. Les portes n'avaient pas bougé. Je m'étais dit que je devais me faire des idées. Peut-être que la fatigue me jouait des tours. Alors j'ai continué mon quart de travail comme si de rien n'était. Mais la nuit suivante, les bruits étaient revenus. Encore, et toujours à 2h30 du matin. 3 coups. Pause. 3 coups.
Cette fois, j'avais regardé les caméras avant de descendre. Et c'est là que j'avais vu quelque chose d'étrange. La caméra du corridor du sous-sol bougeait, mais pas beaucoup. Juste légèrement, comme si quelqu'un venait de passer devant. J'avais décidé de descendre pour vérifier, mais le corridor était vide. Il n'y avait rien du tout. La nuit suivante, j'avais décidé d'attendre. J'étais resté devant les écrans. À 2h30 exactement, les bruits étaient revenus. 3 coups. Pause. 3 coups. Mais cette fois, quelque chose d'autre s'était produit. Sur la caméra du sous-sol, la porte de la pièce de rangement s'était ouverte. Toute seule. Très lentement. Je pouvais même entendre son grincement à partir du premier étage. Je m'étais immédiatement levé. J'avais pris ma radio et ma lampe de poche, puis j'étais descendu. Quand je suis arrivé dans le corridor du sous-sol, la porte était fermée, comme d'habitude, comme elle aurait dû l'être. Je m'étais approché, lentement, et j'avais posé la main sur la poignée. Elle était glacée. J'avais ouvert la porte. La pièce était encore vide, mais quelque chose avait changé. Sur le mur du fond, il y avait des marques. 3 marques. 3 marques profondes. Comme si quelqu'un avait gratté le béton. Le lendemain, j'avais parlé à mon superviseur. Je lui avais raconté les bruits, la porte, les marques profondes sur le mur. Il était resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il m'avait demandé « Tu travailles ici depuis combien de temps ?» Je lui avais répondu « 2 semaines ». Il avait soupiré, puis il m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le sous-sol était autrefois une cellule de détention temporaire. Je ne comprenais pas. Alors il m'avait expliqué. Avant que le bâtiment soit rénové, il servait de petit poste de police, et le sous-sol contenait 2 cellules. Un soir, il y a plusieurs années, un homme avait été arrêté. Le prisonnier s'appelait Julien, condamné pour un crime qu'il répétait ne pas avoir commis. Personne ne l'écoutait vraiment. Personne ne le croyait. Il ne devait passer que la nuit en cellule et être transféré le jour suivant. Mais cette nuit-là, vers 2h30, le gardien Lavoie était descendu à sa cellule, seul. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu. Mais les autres gardiens avaient entendu un cri. Court, étouffé, et 3 coups. Une pause, et encore 3 autres coups. Puis plus rien. Quand ils étaient finalement descendus, Lavoie était déjà en haut, assis à son poste comme si de rien n'était. Il avait dit que le prisonnier s'était pendu avec ses draps, et dans la cellule, Julien était effectivement mort. Mais quelque chose clochait. Il n'y avait aucun point d'attache pour une corde, et ses poignets portaient des marques profondes. L'affaire avait été classée rapidement en suicide. Le bâtiment avait changé de vocation peu de temps après. Mais encore aujourd'hui, les gardiens de nuit qui passent près de la porte de l'ancienne cellule de Julien entendent encore quelqu'un frapper de l'intérieur. 3 coups. Toujours 3. Comme si Julien essayait encore de prouver qu'il disait la vérité. Après avoir entendu cette histoire, je n'étais plus très à l'aise de travailler là. Mais j'avais continué quand même. La nuit suivante, les bruits étaient revenus. Encore une fois. À 2h30. 3 coups. Pause. 3 coups. Puis il y avait eu autre chose. Une voix. Je suis innocent. Très faible. J'étais descendu au sous-sol. Même si mon instinct me criait de ne pas y aller. La voix venait de la pièce de rangement. Quand j'avais ouvert la porte, la voix avait chuchoté. Je suis innocent.
J'étais resté figé. Mon cœur avait voulu me lâcher. Puis j'avais regardé le mur. Les marques dans le béton étaient plus nombreuses, comme si quelqu'un avait essayé de creuser. Puis je l'avais vu, Julien. Il avait un bout de tissu serré autour du cou. Ses poignets étaient profondément entaillés. Il avait frappé sur le mur. 3 coups. Il s'était tourné la tête vers moi. Il m'avait regardé. J'avais arrêté de respirer. J'étais terrifié. Puis, il avait frappé 3 autres coups. J'avais quitté ce travail 2 semaines plus tard. Le bâtiment est toujours là aujourd'hui. Et il est encore surveillé la nuit. Mais plusieurs agents ont demandé à changer de poste. Pour une raison simple. Chaque nuit, vers 2h30 du matin, on entend encore 3 coups. Pause. 3 coups. Parce que Julien frappe toujours de l'intérieur de sa cellule. Je n'avais jamais cru aux histoires de fantômes. Pour moi, ce genre de récit servait surtout à faire peur autour d'un feu de camp ou à divertir les touristes dans les vieilles villes des régions éloignées. Mais ce que j'ai vécu dans ce chalet m'a fait complètement changer d'avis. L'automne dernier, j'avais loué un petit chalet isolé dans les Hautes-Laurentides, à environ 1 heure de route de chez moi. J'habitais à Saint-Jérôme, mais j'étais originaire de la campagne, près de Rivière-Rouge, et le calme de la nature me manquait. J'avais besoin de calme, de silence. La propriétaire, une femme d'environ 60 ans, m'avait remis les clés par l'intermédiaire de la caissière du petit dépanneur du village. Mais quand je suis arrivée, je trouvais que la petite caissière avait l'air nerveuse. Elle m'avait raconté que le chalet appartenait à sa grande-tante, qu'elle y avait déjà séjourné avec ses parents, mais qu'elle n'y retournerait jamais. Et avant que je reparte, elle m'avait dit quelque chose d'étrange. Elle m'avait dit que si j'entendais des bruits dans le grenier, il valait mieux que je les ignore. À ce moment-là, j'avais cru qu'elle plaisantait et qu'il y avait sûrement des animaux qui entraient dans le toit. Elle m'avait regardé longuement, puis elle avait ajouté que le grenier n'était pas barré pour rien et que je ne devais surtout pas l'ouvrir. J'étais partie et je n'y avais plus vraiment repensé, pas avant de passer ma 2e nuit dans le chalet. Le chalet était vieux, mais charmant. Du bois sombre partout, une grande cheminée de pierre et une vue sur une forêt dense qui semblait s'étendre à l'infini. La première journée s'était déroulée normalement. J'avais allumé un feu dans la cheminée, j'avais fait chauffer une bonne soupe et je l'avais mangée en regardant les couleurs du paysage derrière les grandes fenêtres du salon. Arrivé le soir, j'avais réalisé à quel point le chalet était isolé. Je ne voyais aucune lumière au loin. Il n'y avait aucun voisin, juste la forêt noire et compacte et le vent. Vers minuit, je suis allée me coucher dans la chambre du 2e étage. Et pendant un long moment, tout était parfaitement silencieux. Puis, vers 2h du matin, j'avais entendu un bruit, un craquement. C'était juste au-dessus de ma tête. Au début, je m'étais dit que c'était le bois du chalet qui craquait à cause du vent. Mais le bruit avait recommencé. Mais c'était différent. C'était des bruits de pas. Des pas lents. Légers. Comme quelqu'un qui marche pieds nus, dans le grenier. Je me suis redressée dans mon lit. Je savais que personne ne pouvait être là-haut. La trappe du grenier se trouvait dans le corridor, et la caissière m'avait dit qu'elle était barrée. Les pas avaient continué pendant quelques secondes, puis plus rien. Le silence était revenu. Un silence total. Je m'étais dit que c'était sûrement un écureuil ou une souris, mais quelque chose me dérangeait.
parce que les bruits ressemblaient vraiment à des bruits de pas. Mais ça ne ressemblait pas à ceux d'un adulte. C'étaient des pas beaucoup trop petits, trop légers. Et avec le temps et la fatigue, j'avais quand même fini par m'endormir. Le lendemain matin, je m'étais fait un bon café en me levant. La journée s'était déroulée comme la première, et j'avais oublié les bruits du grenier. Mais la deuxième nuit, ça avait recommencé. Mais cette fois, c'était plus clair, vers 2h15 exactement. Les pas ont traversé le grenier, de gauche à droite, puis de droite à gauche, comme si quelqu'un tournait en rond. Je suis sortie de ma chambre et j'ai regardé le plafond du corridor. La trappe du grenier était juste là, une vieille trappe en bois avec une petite poignée métallique. Et pendant que je la regardais, elle avait tremblé, très légèrement, comme si quelqu'un poussait de l'autre côté. Je m'étais approchée doucement. Mon cœur battait tellement fort. J'avais peur. Et c'est là que j'avais entendu quelque chose. Une voix, très faible, presque un murmure. Une petite voix de fillette. « Madame ?» Je me suis figée. Mon cœur avait manqué un battement. « Vous pouvez m'ouvrir ?» Je savais que ce n'était pas possible. Personne ne pouvait être enfermé là-haut. Mais la voix avait continué. « Pitié, j'ai peur toute seule. » Je m'étais reculée. Mon instinct me disait de ne pas toucher à cette trappe. Et je m'étais rappelé les paroles de la caissière. Le grenier n'était pas barré pour rien, et je ne devais surtout pas l'ouvrir. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'étais retournée dans la chambre et j'avais verrouillé la porte. Je n'avais pas réussi à dormir cette nuit-là. J'avais peur, tellement peur. Et les pas avaient continué, longtemps, jusqu'au lever du soleil. Quand enfin la lumière du jour est arrivée, je m'étais sentie enfin assez courageuse pour sortir de la chambre. Mais je devais passer par le corridor où se trouvait la trappe. Quand j'étais arrivée directement en dessous, les bruits de pas avaient recommencé. Je m'étais figée. Les pas s'étaient arrêtés exactement au-dessus de la trappe, au-dessus de moi. Puis la voix était revenue, claire, proche. « Madame, pourquoi vous ne voulez pas jouer avec moi ?» J'avais la gorge sèche. Je n'aurais jamais dû lui répondre. Je le sais maintenant, mais je lui avais répondu. « Qui es-tu » Il y a eu quelques secondes de silence. Puis la voix de fillette avait répondu. « Je suis toujours toute seule. » Un grincement avait traversé le plafond, et la trappe avait bougé, mais plus fort cette fois. « Ouvre-moi !» J'avais senti un frisson glacé parcourir tout mon dos. J'avais pensé à fuir, à quitter le chalet, mais au lieu de ça, je m'étais approchée. Je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être par curiosité, peut-être pour quelque chose d'autre. Je ne me souviens plus. Mais j'avais déplié l'échelle et j'avais grimpé. J'avais attrapé la poignée et j'avais cogné sur la trappe du grenier. Le cadenas était vieux. Il avait cédé presque immédiatement. La trappe s'était ouverte doucement, avec un grincement aigu. Je l'avais ouverte juste un peu. Une odeur de poussière et de bois humide est descendue du grenier. J'avais retenu mon souffle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais compté jusqu'à 3 dans ma tête. Puis j'avais complètement ouvert la trappe et je suis entrée. J'allais vite découvrir que c'était une grave erreur. Le grenier était sombre, très sombre. Il n'y avait aucune fenêtre. La lumière de mon téléphone éclairait des boîtes couvertes de poussière, de vieux meubles et des poutres noircies par le temps. Mais il n'y avait personne. Allô ? Aucune réponse.
Je m'apprêtais à redescendre quand j'ai remarqué quelque chose dans le fond. Ça ressemblait à une silhouette, toute petite, recroquevillée. J'avais pris mon courage à 2 mains et j'avais avancé. 1 pas, 2 pas. Elle avait levé la tête vers moi, mais je ne pouvais pas voir son visage. 3 pas, et soudain, la lumière de mon téléphone s'était éteinte d'un coup. Je m'étais retrouvée dans le noir complet et j'avais lâché un petit cri de surprise. Puis j'avais entendu un souffle derrière moi, tout près, beaucoup trop près, et une petite voix a murmuré. « Tu es enfin venu jouer avec moi? » Je me suis retournée et je l'ai vue, la fillette, debout dans le coin du grenier. Elle portait une robe jaune sale et déchirée. Ses cheveux noirs couvraient presque tout son visage. Mais ce n'est pas ça qui m'avait terrifiée. Ses pieds ne touchaient même pas le plancher. Elle flottait, lentement. Puis elle a levé la tête. Ses yeux étaient entièrement noirs, sans pupilles, sans blanc, juste du noir. Et elle avait souri, un sourire beaucoup trop grand pour un visage d'enfant. Puis elle a murmuré. « Maintenant, je peux enfin descendre. » Les lumières du chalet s'étaient toutes éteintes d'un coup. J'ai dévalé l'échelle et je suis sortie du chalet en courant. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'au village sans jamais regarder derrière moi. Depuis cette nuit-là, j'entends parfois quelqu'un marcher dans mon grenier. Le problème, c'est que je vis dans un appartement et il n'y a pas de grenier. Mais chaque nuit, vers 2h15, j'entends une petite voix murmurer au-dessus de mon lit et qui me demande « Tu veux jouer? » Un homme a été pendu au Québec, et certains pensent encore aujourd'hui qu'il était innocent. Et dans la prison où il est mort, ils chercheraient encore à le faire comprendre. C'était dans les années 1950. 3 touristes américains ont été retrouvés morts en Gaspésie. Très vite, un homme est accusé, Wilbert Coffin. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune preuve, juste des indices, des suppositions et beaucoup de pression. Mais malgré les doutes, il est condamné et pendu à la prison de Bordeaux. Mais après son exécution, quelque chose ne collait pas. Des journalistes, des experts et des citoyens ont commencé à poser une question, une seule. Et s'il n'était pas le bon? Et depuis, certains disent qu'il n'a jamais quitté la prison, qu'il erre encore, dans les couloirs, pas pour faire peur, mais pour que quelqu'un comprenne enfin la vérité. Je n'avais jamais cru aux fantômes, pas avant Bordeaux, pas avant lui. Dès la première nuit, j'avais compris que quelque chose clochait. Les autres prisonniers parlaient déjà de Coffin, une vieille histoire de prison, un fantôme dans les ailes vides. Mais j'y croyais pas. La première semaine, je n'avais presque pas dormi. Pas à cause de la peur, mais à cause du bruit. Des cris, des portes, des gars qui parlent tout seuls, des coups dans les murs. La prison respire, elle bouge, elle vit. Mais après quelques jours, tu t'habitues. C'est quand tu t'habitues que ça devient dangereux. Parce que tu remarques ce qui ne devrait pas être normal. C'était arrivé une nuit. Vers 3h du matin, je m'étais réveillé d'un coup. Pas en sursaut, pas à cause d'un cauchemar. Je m'étais juste réveillé. Et tout de suite,
J'avais su que quelque chose clochait. Il n'y avait aucun bruit. Pas de voix. Pas de chaîne. Pas de porte. Rien. Même la ventilation semblait morte. Le silence était tellement épais que j'entendais mon propre cœur battre. Lent. Lourd. Comme s'il ne voulait pas faire de bruit lui non plus. Puis, j'avais entendu quelque chose. Un son presque imperceptible. Un frottement. Comme des ongles sur du béton. Lent. Irrégulier. Je m'étais assis sur mon lit. C'était trop proche. Le bruit venait du couloir, juste devant ma porte. Je m'étais levé. Chaque pas semblait résonner trop fort. Je m'étais approché de la petite fenêtre dans la porte, celle qui te permet de voir sans être vu. Et j'avais regardé. Au début, il n'y avait rien, juste le couloir vide, éclairé par cette lumière jaune qui donne l'impression que tout est malade. Puis la lumière avait clignoté. Une fois, 2 fois. Elle s'était stabilisée et il était apparu. Il était déjà là, mais je ne pouvais pas le voir avant. C'était une silhouette, floue, instable, comme si l'air autour de lui tremblait. Il ne marchait pas, il glissait. Ses pieds touchaient le sol, mais sans vraiment le toucher. Chaque mouvement était lent, trop lent. Je voulais reculer, mais je ne pouvais pas. Et quand il est passé sous la lumière, j'ai vu son visage. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Ses traits semblaient tirés vers le bas, comme si quelque chose l'avait étiré. Ses yeux étaient ouverts, beaucoup trop ouverts, mais vides. Et son cou, il y avait une marque, une ligne sombre, propre, comme la trace d'une corde. Il s'était arrêté juste devant ma cellule. Puis, il avait tourné la tête vers moi, lentement, et je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais senti le moment exact où il m'avait vu. C'était pas un regard humain. Je m'étais senti inspecté, traversé, jugé. Je ne pouvais plus respirer. Puis sa bouche s'était ouverte, mais aucun son n'est sorti. Et pourtant, j'avais entendu quelque chose. Pas avec mes oreilles, mais dans ma tête. Ce n'étaient pas des mots clairs, ni une phrase complète. C'était juste une idée, ou plutôt une sensation. Il n'était pas le bon, pas un son, juste cette idée, coincée dans ma tête. La lumière du couloir avait ensuite clignoté violemment. Quand elle s'était stabilisée, il n'était plus là. Les bruits de la prison étaient revenus, d'un coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur play. C'était pas moi. Après ça, je n'avais presque pas dormi. Au matin, j'avais l'impression d'avoir passé la nuit à courir. Arrivé dans la cafétéria, j'avais parlé à un gars, un vieux, genre installé là depuis trop longtemps. Je lui avais demandé « Les lumières, la nuit, ça bug souvent ?» Il m'a regardé, longtemps, trop longtemps. Puis il m'avait demandé « T'es dans quelle aile ?» Quand je lui avais répondu, il avait pâli. « T'aurais pas dû être là. » Je lui ai demandé de quoi il parlait, même si, au fond, je savais déjà. Il avait baissé la voix. « C'est là qu'ils disent qu'ils passent. » Qui ? Silence. Puis il a ajouté. « Coffin. » J'aurais aimé dire que ça avait été la seule fois. Que c'était juste un mauvais moment. Un bug. Un rêve. Mais non. Les nuits suivantes,
Le silence revenait, toujours à la même heure, toujours précédé de ce même malaise, et toujours. J'entendais le frottement, mais je ne regardais plus, du moins pas au début. Une nuit, j'avais craqué. Je voulais comprendre. Je voulais me prouver que c'était juste dans ma tête. Alors j'avais regardé, et il était déjà là. Trop près. Beaucoup trop près. Son visage remplissait toute la vitre, et ses yeux étaient fixés sur moi. Mais cette fois, ils n'étaient plus vides. Ils étaient pleins de quelque chose que je n'arrive pas à décrire. De la colère? Non. De la peur. Mais pas pour moi. Pour lui. Sa bouche avait bougé. Encore une fois, il n'y avait eu aucun son. Mais dans ma tête, c'était plus clair. Ils ont menti. Après tout ça, il m'avait transféré dans une autre aile, sur un autre étage. Mais ça n'a rien changé. Parce que parfois, la nuit, quand tout devient silencieux, j'entends encore des ongles sur le béton. Et je sais qu'il n'est pas resté là-bas. Il m'a suivi. Et maintenant, il regarde à travers moi, en attendant que je comprenne. Parce que lui, il sait. J'habitais dans mon appartement à Sherbrooke depuis plusieurs années déjà. J'étais toujours tranquille chez moi après mes longues journées de travail. Chaque soir, c'était pareil. Toujours pareil. Il ne se passait jamais rien d'extraordinaire. Du moins pas avant cette nuit-là. La soirée avait commencé comme toutes les autres. Rien de spécial. C'était comme d'habitude. Je m'étais fait un souper rapide. J'avais mon assiette posée sur les genoux devant une série que je ne regardais qu'à moitié dans le salon. L'émission jouait sans même que je ne l'écoute. Elle ne servait que de simple bruit de fond pour me sentir moins seule. La lumière du salon était trop forte, alors je l'avais éteinte et j'avais allumé seulement la petite lampe près du divan. L'appartement avait pris une teinte jaune un peu fatiguée qui annonce la fin de la journée. Dehors, il pleuvait légèrement. Pas assez pour faire du bruit. Juste assez pour salir les vitres et rendre la rue floue sous les lampadaires. Les gouttes glissaient lentement sur la fenêtre, traçant des lignes irrégulières qui déformaient la lumière. Je me souviens avoir pensé que c'était une bonne soirée pour rester chez soi. Le genre de moment où l'on se sent en sécurité, à l'abri du monde. Vers 21h, j'avais entendu un bruit dans l'appartement. Un claquement sec, comme un meuble qu'on referme trop vite. J'avais levé la tête, surpris, mais sans vraiment m'inquiéter. J'avais mis ça sur le compte du bois qui travaille, ou d'un voisin un peu brusque. Les immeubles font souvent des sons bizarres la nuit. La série avait continué. Je répondais machinalement à des messages que mes amis m'envoyaient sur mon téléphone, sans vraiment lire ce qu'on m'écrivait. De temps en temps, je levais les yeux vers le couloir. Il me paraissait plus sombre que d'habitude, comme si la lumière du salon n'y entrait pas complètement. Je n'avais pas allumé la lumière, je n'en voyais pas l'utilité. Quelques minutes plus tard, j'avais entendu un autre bruit. C'était plus proche cette fois-là. Quelque chose avait bougé dans la cuisine. C'était un léger frottement. Comme si une chaise avait glissé de quelques centimètres sur le sol. Cette fois, j'avais mis la série sur pause. Le silence de l'appartement m'avait frappé immédiatement. Je m'étais levée pour aller vérifier. Mes pas semblèrent étrangement forts dans le calme. Le parquet craquait sous mon poids, chaque bruit me paraissait amplifié. Dans la cuisine, il n'y avait rien. Tout était à sa place. La table, les chaises. La fenêtre était bien fermée. La porte aussi. J'avais ouvert le frigo sans raison,
juste pour avoir quelque chose à faire. La lumière blanche s'était allumée, froide. Il n'y avait rien d'anormal. J'avais même souri en me traitant d'idiote. J'avais pensé que c'était la fatigue, sûrement. Quand je suis revenue m'asseoir, la série jouait. J'étais restée immobile un instant. Je me souvenais pourtant l'avoir arrêtée. Je m'étais dit que je l'avais sûrement laissée jouer finalement. Vers 22h, mon téléphone avait vibré. Un message. Numéro inconnu. Je l'avais ouvert. « Tu vas te coucher tôt ce soir ?» J'avais froncé les sourcils. J'avais hésité quelques secondes avant de répondre. Qui est-ce ? La réponse était arrivée presque immédiatement, comme si la personne attendait déjà. Tu le sauras quand tu éteindras la lumière, je passerai. Un frisson m'avait parcouru tout le dos. J'avais regardé autour de moi. La porte d'entrée était toujours verrouillée, les fenêtres aussi. Tout était normal, trop normal. Pour me rassurer, j'avais allumé la lumière du couloir. Elle avait clignoté une fois, puis deux, puis elle s'était stabilisée. Le couloir s'était rempli d'une lumière blanche un peu froide. Au bout du couloir, la porte de la chambre était entr'ouverte. J'étais pourtant sûre de l'avoir fermée. Je la fermais toujours. J'avais fait un pas, puis un deuxième, et mon téléphone avait vibré de nouveau. « Retourne dans le salon. » Je m'étais arrêtée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais obéi, comme si le message était un ordre. J'étais retournée dans le salon. J'étais restée debout, immobile, le cœur battant trop fort. Le tic-tac de l'horloge me semblait assourdissant. Chaque seconde qui passait était comme une torture. Je m'étais lentement rassis sur le divan pour me cacher sous ma jetée qui était posée là, comme si elle aurait pu me protéger d'un éventuel intrus. Puis, d'un coup, la lumière du salon et la télévision s'étaient éteintes en même temps, sans clignotement, sans bruit. Elles s'étaient juste éteintes, et je m'étais retrouvée dans le noir complet. Une noirceur oppressante, pesante. Mon souffle était devenu court. Mon cœur battait à tout rompre. Et dans l'obscurité, j'avais senti quelque chose. C'était un mouvement, proche. Puis, le divan avait légèrement bougé, comme si quelqu'un venait de s'asseoir, juste à côté de moi. Mais même s'il faisait noir, je voyais bien qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait rien. Puis une odeur était arrivée. Une odeur froide, humide, comme l'odeur de vêtements qui étaient restés trop longtemps sous la pluie. Et soudain, la lumière s'était rallumée toute seule, et dans le reflet de l'écran noir de la télévision, je me voyais, assise, pâle, les yeux écarquillés. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un, quelque chose, très proche, trop proche. Il regardait devant lui, comme s'il regardait lui aussi son reflet dans l'écran. Mais quand j'avais regardé à côté de moi, il n'y avait rien. J'étais terrifiée. Je pouvais le voir seulement dans le reflet de l'écran. Puis il avait souri, un sourire lent, presque amusé. Mon téléphone avait vibré une dernière fois. Une notification était apparue. Un nouveau message. « Tu vois ? Je t'avais dit que je passerais. » Je n'osais plus bouger. Sur l'écran, son sourire s'était agrandi. Et lentement, très lentement, sa tête avait commencé à se pencher vers moi, comme s'il essayait de poser sa tête sur mon épaule. J'étais paralysée de peur, et j'avais compris quelque chose à ce moment-là. Le visiteur n'allait jamais repartir. Il s'était accroché à moi. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais restée assise sur mon divan, pétrifiée. Même quand l'autre reflet avait disparu,
jusqu'au lever du soleil. Et au matin, la lumière du jour remplissait l'appartement. Tout semblait normal, trop normal. La cuisine était propre, la porte de la chambre fermée, la lampe du salon allumée comme je l'avais laissée, et pourtant, le coussin à côté de moi était légèrement enfoncé, comme si quelqu'un s'était vraiment assis là. Mais je devais aller travailler, et j'avais quitté l'appartement plus vite que d'habitude. La journée s'était déroulée normalement, trop normalement. Ça m'avait donné l'impression que la nuit précédente n'avait jamais existé. Mais en rentrant chez moi le soir, quelque chose m'attendait. Un nouveau message, numéro inconnu. Tu es enfin rentré. J'étais restée figée dans l'entrée. Mes mains tremblaient. J'avais lentement levé les yeux vers le salon. Le divan était vide, la télévision éteinte, la lampe allumée. Tout était calme. Puis mon téléphone avait vibré une seconde fois. Ne t'inquiète pas. Quelques secondes de silence, puis un dernier message. Ce soir, je te laisserai dormir. Depuis cette nuit, je ne laisse plus jamais mon appartement dans le noir. Je dors avec ma lampe de chevet allumée. Parfois, je me dis que j'ai imaginé tout ça, mais certaines nuits, mon téléphone vibre et je reçois encore des messages d'un numéro inconnu